Bonjour à tous, alors on va continuer notre programme cette fois-ci de deuxième année. Je vous rappelle que le chapitre précédent qu'on vient de voir, le chapitre sur les coûts, c'était un chapitre de deuxième année. On va continuer ici avec les relations avec les organismes sociaux. On va faire ce chapitre-là ainsi que celui sur la paye et les calculs de paye. Ça va vraiment nous permettre à la rentrée en septembre de nous retrouver en faisant un bref récap sur toute cette partie ressources humaines, donc avec les relations avec les organismes sociaux et la paye. Comme ça, on pourra directement embrayer au bout de, allez, une semaine peut-être, sur le deuxième thème, on va dire, de l'année, sur la comptabilité financière. Comme ça, on aura moins besoin de courir pour réussir à boucler le programme. Donc c'est parti sur les relations avec les organismes sociaux. Vous verrez que ça va être un chapitre qui va être plus théorique qu'autre chose. Il y aura quelques petits calculs, mais ça va surtout être de la théorie. Alors on va étudier trois grands points. D'abord la déclaration préalable à l'embauche, puis les déclarations mensuelles ou trimestrielles, puis les déclarations annuelles. On va juste commencer par une petite introduction en rapport avec les organismes sociaux, justement. Donc, le dirigeant est responsable du paiement des cotisations sociales, donc salariales et patronales. Salariales, celles que les salariés payent en déduction de leur salaire, et patronales, ce que l'entreprise paye en plus. Il est aussi tenu de faire toutes les déclarations préalables à l'embauche, qu'on verra dans le grand 1. Celle-ci étant déduite du salaire, il est le seul au titre d'employeur à être considéré comme l'interlocuteur des organismes sociaux. Et toutes les entreprises qui emploient des salariés doivent s'affilier aux trois grands organismes. Vous les avez ici. On a tout d'abord l'URSSAF, qui signifie Union de recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales. Et là-dessus, l'URSSAF va récupérer des cotisations pour la maladie, le veuvage, les accidents du travail, les allocations familiales, prestations de retraite, maternité, invalidité, décès. Bref, vous savez ce que c'est, vous savez lire aussi. Ensuite, la partie Pôle emploi. Donc Pôle emploi, il ne faut pas oublier que c'est l'établissement public qui est chargé de l'emploi, c'est-à-dire l'inscription des demandeurs d'emploi, l'accompagnement à la recherche d'emploi et le versement des allocations. Pôle emploi, lui, récupère les cotisations d'assurance chômage. Et on a ensuite les caisses de retraite complémentaires. Donc vous avez l'ARCO, l'Association des régimes de retraite complémentaires, ça c'est pour tout le monde, et l'AGIRC, qui est l'Association générale des institutions de retraite des cadres. Donc ça c'est uniquement pour les cadres, et ça correspond aux retraites complémentaires. Il existe d'autres organismes qu'on ne verra pas, sachez juste qu'il existe. Il y en a pour il y a les institutions de prévoyance, je vais y arriver, qui correspond ici à toutes ces institutions qui récupèrent des cotisations pour gérer en cas de décès d'une personne, et les caisses de congés intempéries du BTP, donc tout ça c'est pour les ouvriers du BTP. Alors, on commence par la déclaration préalable à l'embauche. Donc, pour rappel, pour s'affilier à ces organismes de sécurité sociale qu'on vient de voir, c'est cette déclaration préalable à l'embauche qui sert d'affiliation. Il y a d'autres déclarations qui devront être effectuées par l'entreprise, ce qui fait qu'il va être important de tenir ce qu'on appelle un agenda social, pour savoir à quel moment il va falloir payer quelle déclaration et surtout pour quel montant, pour ne pas avoir à payer de majoration. Alors, comment fonctionne cette déclaration préalable à l'embauche? Donc l'employeur est tenu d'effectuer certaines démarches préalablement à l'embauche. Cette DPAE, c'est un dispositif facilitant l'accomplissement des obligations sociales liées à l'embauche des petites entreprises. Elle est remplie par l'employeur et elle est adressée à l'URSSAF dont l'entreprise relève. Donc il faut l'envoyer à l'URSSAF. C'est un point important, parfois ça arrive à l'examen qu'on vous pose la question de à qui doit-on envoyer la DPAE? À l'URSSAF. Elle peut être complétée directement sur Internet. Alors il y a plusieurs sites, due.ursaf.fr ou bien le site Net Entreprise, par échange de données informatisées, par courrier ou par télécopie, c'est-à-dire par fax. La déclaration s'effectue avant la mise au travail effectif du salarié, donc c'est-à-dire au plus tôt 8 jours avant l'embauche et au plus tard à l'instant qui précède cette embauche. Donc c'est dans les 8 jours qu'il faut le faire. Si l'employeur opte pour la lettre recommandée avec accusé de réception, elle devra être postée au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l'embauche du salarié. Ça, c'est pas le point le plus important. Ce qu'il faut vraiment retenir, voilà, c'est qu'elle s'effectue au moins 8 jours avant l'embauche effective. Et ensuite, l'URSSAF envoie un accusé de réception dans les 5 jours ouvrables qui comporte un volet détachable qu'il faudra remettre au salarié, qui lui-même aura 2 jours pour contester auprès de l'URSSAF. Alors la DPAE,
Si vous tombez à l'examen sur une DPAE à remplir, vous pouvez souffler. La DPAE, c'est, on va dire, l'un des trucs les plus simples à faire au niveau social. Je vous la montre. Donc, remplir la DPAE, donc là, vous voyez, ça va être en deux parties, parce que j'ai pas pu mettre les deux parties sur la même diapo. Vous voyez, vous devez remplir le numéro SIRET, le code NAF, le nom de l'entreprise, son adresse, son numéro de téléphone, son numéro de télécopie. Tout ce que je viens de vous donner là, tous ces éléments qui sont dans cette première partie, vous ne pouvez pas les inventer. Ils sont dans le sujet. Ils sont donnés obligatoirement dans le sujet. Sinon, s'ils ne sont pas donnés, bah, vous mettez rien. Mais forcément, vous ne pouvez pas les inventer, ils vous seront donnés. Service de santé au travail, vous devez cocher s'il y a un service de santé au travail dans l'établissement ou plus loin. Là, pareil, on vous le donne. La partie en dessous, ça ne vous concerne pas. Ensuite, le grand B, la partie sur le futur salarié. Donc, son nom de famille, son nom d'usage s'il est différent, ses prénoms, son sexe, son numéro de sécurité sociale, sa date de naissance, son lieu de naissance. Pareil, ces informations, vous ne pouvez pas les inventer. Elles vous seront données. Et un dernier point sur l'embauche et l'emploi. La date prévisible d'embauche, pareil, on vous la donne. L'heure prévisible d'embauche, bon, si on ne vous donne rien, vous mettez 8 heures. 8 heures, 9 heures, ça dépend, ce que vous voulez. La durée de la période d'essai, comme toujours, on vous la donnera, vous en faites pas. Et le type de contrat, est-ce que c'est un CDI, un CDD ou un contrat de travail temporaire? Pareil, on vous le donne. Si c'est un CDD, il faut renseigner la date de fin de contrat, c'est pareil, on vous le donnera. Et après, vous devez mettre à la ville, la date et une signature. N'oubliez pas, à l'examen, on ne signe pas. Et ne mettez même pas forcément la ville parce que ça peut donner des indications sur la provenance de votre copie. En tout cas, voilà, la DPAE, c'est vraiment quelque chose de super facile à faire. Il faut juste lire le sujet et reprendre les informations. Pas de calcul à faire, rien à inventer. Voilà pour ce grand 1, on peut passer au grand 2, les déclarations mensuelles ou trimestrielles. Alors, il y a encore quelques années, cette partie-là était beaucoup plus importante, on va dire, mais depuis quelques années, l'État a décidé de simplifier tout ce qui est déclaration sociale, donc maintenant, ça va être beaucoup plus simple. Le grand A, qui va être le point le plus important, ça va être la DSN, la déclaration sociale nominative. Donc c'est un fichier mensuel qui est produit à partir de la paye et qui est destiné à communiquer les informations nécessaires à la gestion de la protection sociale des salariés aux organismes et administrations concernés, permettant de remplacer l'ensemble des déclarations périodiques ou événementielles et les diverses formalités administratives adressées jusqu'à aujourd'hui par les employeurs à des tas d'acteurs. Donc, ça va remplacer, enfin, c'est pas que ça va, maintenant c'est au présent, ça remplace la quasi-totalité des documents, des déclarations qu'il fallait faire à l'époque. Donc, vous devez faire une DPAE quand le salarié arrive dans l'entreprise. Tous les mois, ensuite, vous faites une DSN. Et cette DSN, justement, comment elle fonctionne? Ce qu'on voit, bon, c'est un petit schéma qui explique assez rapidement. Grâce au bulletin de paye, vous envoyez tout ça sur le site de la DSN. Quand il y a parfois des événements qui doivent être signalés, vous les signalez aussi à ce moment-là. Je sais pas, quand vous avez un salarié qui démissionne d'un coup, ça il faut le faire directement. Donc vous l'envoyez directement sur le site de la DSN. Et ce site de la DSN va envoyer automatiquement à tous les organismes de protection sociale et à toutes les administrations les informations que vous avez envoyées. Donc, ça réduit énormément le risque d'erreur, ça réduit énormément la charge de travail déclarative, donc le travail est énormément simplifié. Honnêtement, à l'examen, je ne vois pas énormément de questions qu'on pourrait vous poser là-dessus, à part peut-être expliquer rapidement comment fonctionne la DSN. Mais à part ça... Alors sur votre cours, vous avez aussi deux liens qui vous sont donnés, deux liens vers des vidéos YouTube qui vous explique un petit peu le fonctionnement de la DSN, les objectifs, etc. Je vous laisse aller les regarder vous-même. On passe au grand B, les autres déclarations. Donc, si l'entreprise n'est pas tenue à l'obligation de déclarer via la DSN, on peut transmettre notre déclaration URSSAF au moyen de ce qu'on appelle un BRC, un bordereau récapitulatif de cotisation. Alors parfois, il s'appelle DUX URSSAF. Quand vous allez sur le site Net Entreprise, il s'appelle comme ça. Et il est à remplir à chaque mois ou à chaque trimestre, selon la périodicité qui vous est demandée, et il faut le transmettre à l'URSSAF à la date d'échéance. Et il contient des éléments comme le nombre de salariés qui ont perçu des salaires, le nombre de salariés inscrits, la date de versement des salaires, le nombre de salariés concernés par une exonération de cotisation, le montant total et plafonné des rémunérations soumises à cotisation, le montant des cotisations avec les taux en vigueur, etc.
Il existe aussi la DMMO, la déclaration mensuelle de main-d'œuvre. Ça, c'est uniquement pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, tant que vous êtes en dessous, la DMMO, ça ne vous concerne pas. C'est un formulaire qui indique les entrées et les sorties de salariés sur le mois, qui doit être transmis ensuite à la DARES. La DARES, c'est la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Et enfin, pour les entreprises qui ne sont pas soumises à TVA, il y a ce qui s'appelle une taxe sur les salaires. Parce que vous comprenez, la TVA, ça représente plus de 50% des recettes de l'État. Une entreprise qui ne paye pas de TVA, ça embête un peu l'État. Donc, elle vous taxe sur autre chose. Elle ne peut pas vous taxer sur vos achats et vos ventes, elle va vous taxer sur les salaires. C'est le fonctionnement de la taxe sur les salaires. Alors, il nous reste ensuite à voir le problème des dates de paiement des cotisations sociales. C'est grâce à ces dates qu'on peut mettre en place ce qu'on appelle un agenda social. Alors, c'est un calendrier déterminant car il fixe les dates limites d'envoi des déclarations aux différents organismes sociaux. Le gestionnaire doit impérativement organiser son travail en amont pour respecter ces dates. Le paiement des cotisations sociales différent en fonction de l'effectif de l'entreprise. Alors, si vous vous retrouvez dans une entreprise où vous avez moins de 10 salariés, pour l'URSSAF et pour Pôle emploi, sachant que les caisses de retraite ont toujours des dates de versement différentes. C'est pour ça qu'on vous met que URSSAF et Pôle emploi. Les caisses de retraite, chaque caisse de retraite a ses dates à elle. Donc ça, je ne peux pas vous demander de les apprendre. Par contre, URSSAF et Pôle emploi, si vous avez moins de 10 salariés, donc 9 ou moins, vous avez une périodicité trimestrielle. Donc vous devrez, alors les salaires sont payés chaque mois, et vous devrez envoyer payer vos cotisations sociales au maximum le 15 du premier mois du trimestre suivant. Donc c'est-à-dire, mettons là, on est en début d'année, le premier trimestre c'était de janvier à mars. Eh bien les cotisations pour la période de janvier à mars devront être payées maximum le 15 avril, le 15 du premier mois du trimestre suivant. Ensuite, à partir du moment où on arrive à 10 salariés, on passe en périodicité mensuelle. Selon si on a entre 10 et 49 salariés ou si on a 50 salariés et plus, il y a plusieurs possibilités. Quand on est entre 10 et 49 salariés, si on paye nos salaires entre le 1er et le 10 du mois, dans ce cas, il faut payer les cotisations le 15 du mois en cours. Donc là, on est en avril. Si je paye mes salariés entre le 1er et le 10 avril, je devrais payer mes cotisations pour l'URSSAF et Pôle emploi le 15 avril maximum. Par contre, si je les paye entre le 11 avril et le 30 avril, je devrais payer mes cotisations le 15 mai. En fait, c'est assez logique, il suffit de se dire, à partir du moment où j'ai payé mes salaires, il faut encore que je fasse tous les calculs, toutes les déclarations pour pouvoir payer mes cotisations. Si je fais ça à partir du 11 avril, sachant que je dois payer le 15, ça laisse quelques jours, c'est peut-être un petit peu juste. C'est pour ça qu'à partir du 11, il considère qu'on doit le payer le 15 du mois suivant. Voilà, c'est juste ça la logique. Donc si j'ai entre 10 et 49 salariés, si mon salaire, je le verse entre le 1er et le 10 du mois, je devrais payer mes cotisations le 15 du mois en cours. Par contre, si c'est au-delà du 10 du mois, le paiement des salaires, je paierai mes cotisations le 15 du mois suivant. Dernier cas, le cas où on a 50 salariés et plus, c'est un peu le même principe, seulement on rajoute, on va dire, un détail complémentaire. Si je paye mes salaires entre le 1er et le 10 du mois, je dois payer mes cotisations le 15 du mois en cours, ça ne change pas. Par contre, si je paye mes salaires entre le 11 et le 20 du mois, je devrais payer mes cotisations le 5 du mois suivant. Non pas le 15, mais le 5. Donc si je paye mes salariés entre le 11 avril et le 20 avril, je paierai mes cotisations le 5 mai. Si je paye ensuite mes salariés entre le 21 avril et le 30 avril, je paierai mes cotisations le 15 mai. Voilà, je vous laisse reprendre ce passage de la vidéo si vous avez besoin de vous le remémorer à chaque fois, mais en tout cas, il est assez important. Le non-respect de ces délais donne lieu à des majorations de retard, comme avec les impôts. Si vous payez trop tard, vous devez payer une majoration. L'entreprise peut demander une réduction de majoration ou négocier un délai de paiement si elle a par contre une bonne excuse, on va dire. Pour les caisses de retraite complémentaires, il faut savoir que l'Agirc-Arrco, c'est ce que je vous ai dit avant, ils fixent de manière autonome leur calendrier d'appel. Donc on ne peut pas
ne peux pas vous donner un cours pour ces caisses de retraite complémentaires. Il faudrait qu'on les fasse toutes par département, ce qui risque d'être assez compliqué. Donc voilà, dans tous les cas, le non-respect de ces délais donne lieu à des majorations de retard. On peut passer maintenant au dernier point, les déclarations annuelles. Alors la première qu'on étudie, c'est la DATS, la déclaration annuelle des données sociales. Chaque année, l'employeur doit déclarer à la caisse de retraite, à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, donc ce qu'on appelle la CARSAT, dont il dépend les salaires versés pour l'ensemble de ses salariés au cours de l'année précédente. Donc pour ça, il utilise la DADS. Alors, parfois, on voit aussi DADSU, pour la DADS unifiée, c'est juste le fait qu'elle soit faite par Internet. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la DADS? On déclare les rémunérations brutes et plafonnées de chaque salarié sur lesquelles sont acquittées les cotisations patronales et salariales, et les effectifs et une liste nominative des salariés. À quoi sert cette DADS? Elle sert à contrôler les déclarations sociales de l'année, donc elle est envoyée à l'URSSAF, à l'administration fiscale, avant le 31 janvier de l'année suivante. Donc on est en 2020, la DADS de 2020, il faudra l'envoyer avant le 31 janvier 2021. Donc elle permet de contrôler les déclarations sociales de l'année, donc la BRC ou bien la DSN si on est en DSN, de déclarer à l'administration fiscale les salaires perçus par les salariés et les commissions et honoraires versés, de permettre l'établissement de statistiques par l'INSEE, et d'ouvrir et valider les droits à l'assurance maladie et à la vieillesse. Donc, cette diapo un petit peu récapitule tout ce qui est important sur la DADS. Donc comme je vous ai dit avant, la DADSU est envoyée, DADS ou DADSU, envoyée par chaque organisation ou son tiers déclarant. Alors ça c'est un petit point. Certaines organisations, elles font faire leur travail social et comptable par un expert comptable ou un centre de gestion. Ça revient un peu au même. Lorsque c'est le cas, c'est à l'expert comptable de faire lui-même l'envoi de la DADS. Vous n'aurez rien à faire, sauf si vous avez demandé à la garder, mais la plupart du temps, quand vous demandez à un expert comptable de s'occuper de toute votre paperasse, vous n'allez pas dire non, par contre, la déclaration annuelle des données sociales, je veux la faire moi-même. C'est assez rare. Donc, le délai, au plus tard le 31 janvier de chaque année, au plus tard le dernier jour de février pour ce qui est des institutions de retraite complémentaires et de prévoyance, et pour le BTP, c'est en avril. Bon, ça pareil, ces différentes dates, c'est pas vraiment le truc qu'il faut retenir. Retenez juste que, de base, pour tout le monde, c'est le 31 janvier. Alors, il faut savoir que la DSN, elle a remplacé la majorité des déclarations sociales. Donc, dans beaucoup de cas, la DADSU n'existe plus. Mais je vous ai quand même parlé d'elle. Pourquoi? Parce qu'il y a des établissements qui sont en DSN, mais qui emploient des populations hors périmètre DSN. C'est-à-dire, en gros, des établissements qui ont justement pas des salariés, mais en tout cas du personnel qui n'a pas la qualification de salarié ou d'assimilé salarié, ce qui fait que ça ne rentre pas dans la DSN, ils sont obligés de faire une DADSU. D'autres établissements qui ne sont pas soumis à l'obligation de DSN, qui sont de plus en plus rares, je vous avoue, et des établissements en DSN qui n'ont pas la capacité de transmettre les données des organismes complémentaires en DSN. Donc c'est vraiment des cas particuliers. La DSN, donc, normalement, fait que la plupart des entreprises n'ont plus besoin de faire une DADS, une DADSU. Mais c'est important de savoir que ça existe encore parce qu'il y a encore des cas particuliers. Donc dites-vous, la DADS, elle sert juste à faire une déclaration globale sur l'année qui vient de s'écouler par rapport aux éléments que je vous ai montrés juste avant dans la diapo récapitulative précédente. On finit par les autres déclarations. Alors je vous en ai mis 4, des déclarations qui existent, qui sont quand même importantes. Alors, on commence par la déclaration obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, la DOET. Elle permet aux employeurs de détailler le nombre d'emplois occupés par des travailleurs handicapés. Je vous rappelle que pour la plupart des entreprises, il y a une obligation d'emploi de personnes handicapées. Donc, je vous rappelle, c'est obligatoire pour toute entreprise à partir de 20 salariés qui est soumise à l'obligation d'emploi à hauteur de 6% de l'effectif. Ensuite, la C3S, la contribution sociale de solidarité des sociétés. Elle permet de financer la protection sociale des travailleurs non salariés et non agricoles, comme les commerçants, les artisans, et elle est obligatoire pour toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires d'au moins 19 millions d'euros. Alors, il faut vérifier, ça a peut-être changé,
mais normalement c'est toujours 19 millions d'euros. Ensuite, la PEC, la participation des employeurs à l'effort de construction. Donc elle permet de déclarer les investissements directs en faveur du logement des salariés pour les entreprises d'au moins 20 salariés ou employeurs agricoles à partir de 50 salariés. Donc vous déclarez tous les investissements que vous faites pour permettre de loger vos salariés. Et enfin, la CFPC, la contribution à la formation professionnelle continue, c'est le fait que l'employeur a l'obligation de financer les actions de formation continue au personnel de l'entreprise et aux demandeurs d'emploi. Voilà, donc les agents de l'URSSAF chargés du contrôle peuvent se faire communiquer tout document nécessaire à l'exercice de leur mission de contrôle, notamment les bulletins de paye, le livre de paye, le registre unique du personnel, etc. Voilà, donc dans votre cours, vous avez tout à la fin l'exemple d'une déclaration préalable à l'embauche vierge, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. C'est l'un des seuls documents que je peux encore vous trouver sur Internet pour vous le montrer, parce que les trois quarts, vu que c'est dématérialisé, on peut que y accéder en utilisant un intranet avec, si vous vous souvenez du cours, hein, avec un identifiant et un mot de passe, qui fait que nous, en tant que prof, on ne peut pas y avoir accès. Donc, on ne peut pas vous montrer grand-chose. Il y a vraiment juste que la DPAE, déclaration préalable à l'embauche, qu'on peut vous montrer. Voilà, donc ça clôture ce chapitre. Alors, il est assez long, j'ai beaucoup parlé, mais je vous ai expliqué, il y a beaucoup de parties théoriques là-dedans. Je vous donnerai aussi quelques exercices, enfin, il y aura 2 petites applications à faire, donc je vous donnerai aussi le corrigé. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne continuation, et à la prochaine.